sommes le 29 novembre 2010. Le Camp Nou affiche complet avec plus de 100 000 supporters déchaînés dans les tribunes. Des centaines de millions de téléspectateurs devant leur écran, attendant l'affiche peut-être la plus anticipée du monde du sport. Jamais un classico n'avait atteint un tel niveau d'attente et de médiatisation. Et toute cette anticipation, elle s'explique par bien des raisons. Avec une moyenne de 3,3 buts par match, le Classico est LE match par excellence pour voir des buts en abondance. Et quand on parle d'une rivalité équilibrée, en 236 rencontres officielles, le Real devance de peu le Barça en termes de victoires, 95 contre 92. Le Classico, c'est surtout le match de tous les superlatifs. Quand on parle du Classico en 2010, on parle en fait de 4 duels à l'intérieur d'un seul et même grand match. Premièrement évidemment, le duel Real-Barça. Sur le terrain, ce 29 novembre, c'est 11 joueurs champions du monde 2010 qui sont alignés. C'est aussi les deux équipes objectivement les plus impressionnantes et les plus dominantes de cette saison européenne 2010-2011, respectivement première et deuxième de la Liga. Deux équipes encore invaincues en championnat et en Europe cette saison. Seul au monde ou presque, le Real Madrid et le FC Barcelone jouaient bien plus qu'un match de Liga. Au-delà des 3 points et de la différence de but, c'était une question de suprématie nationale et même mondiale qui était en jeu ce soir. D'un côté, le Barça, la référence mondiale depuis l'arrivée de Guardiola, qui est peut-être en train d'écrire une des pages les plus mythiques du football, avec ce qui est décrit comme le meilleur milieu de terrain de l'histoire, Iniesta, Xavi, Busquets. Mais aussi un Messi en puissance qui s'affirme de plus en plus comme le joueur le plus important et impressionnant du football mondial. De l'autre côté, le Real, le club le plus riche, le plus prestigieux, le plus orgueilleux de la planète, qui ne peut admettre cette domination catalane. Une nouvelle génération de galactiques avec les signatures récentes de Benzema, Ronaldo, Di Maria, Özil ou encore Xabi Alonso. La Casablanca investit sans compter et doit mettre fin à une série de 4 défaites consécutives face à son rival barcelonais. Le Classico en 2010, c'est aussi l'histoire d'une confrontation entre les deux meilleurs joueurs du monde actuel. Un Ronaldo qui vient de signer au Real Madrid l'année précédente avec une Ligue des Champions et un Ballon d'Or à son actif. Face à lui, la Pulga, 2 Ballons d'Or remportés, 3 Ligues des Champions avec le Barça et des stats affolantes pour le jeune Argentin. 47 buts et 11 passes décisives en 53 matchs la saison précédente. Le Classico est l'occasion idéale pour permettre aux deux stars du ballon rond de régler leur compte sur le terrain. Le duel Guardiola-Mourinho. José Mourinho fait son entrée au Camp Nou avec la tête du vainqueur de la Ligue des Champions qu'il a remporté quelques mois plus tôt avec l'Inter. Les Barcelonais n'ont pas oublié la défaite en demi-finale retour de la Ligue des Champions et le fait qu'il coach désormais le Real Madrid est un élément supplémentaire pour réaliser un gros match aux allures de vengeance. Mais en face, le Barça pratique sous Guardiola l'un des plus beaux footballs de l'histoire de ce sport et les Blaugranas sont clairement en situation de dominant. Malgré un Real Madrid qui dispose à ce moment de la meilleure défense du championnat et d'un statut d'équipe invincible, en ce qui concerne le schéma de jeu, les choses sont claires. Mourinho a fait comprendre qu'il jouera à fond la contre-attaque, comme avec l'Inter. L'idéologie de Mourinho, défendre pour mieux attaquer. Parc de Bus. Avec seulement 6 buts encaissés cette saison, Mourinho présente avec son nouveau Real la meilleure défense du championnat. Le Special One pensait la partie gagnée d'avance. Mais face à lui, c'est l'opposition de style la plus totale. Guardiola a instauré avec son équipe talentueuse le tiki-taka next-gen. Le principe est simple, garder le ballon le plus possible, faire la passe de 10. C'est dans un jeu collectif que l'équipe doit trouver la faille. Un seul mot d'ordre, il n'y a qu'un seul ballon, alors il faut en avoir la possession. Pep a un noyau solide depuis quelques années maintenant et contrairement à ses adversaires du jour, il ne compte rien changer entre les saisons. Seul changement cet été au Barça, fini Zlatan, bienvenue David Villa. Le Classico, c'est finalement aussi le duel Espagne contre Catalogne. L'opposition historique entre les clubs de ces deux villes est à trouver dans l'histoire d'Espagne, et particulièrement dans la période franquiste. Durant cette période-là, la ville de Madrid était le siège du gouvernement d'une Espagne que Franco voulait forte et unitaire. Dans cette optique, Barcelone luttait seul pour son indépendance. Le premier Classico de l'histoire se déroule le 13 mai 1902. Le Madrid FC, qui n'est pas encore Real, vient tout juste d'être fondé par les frères Pardos, Juan et Carlos, tous deux catalans. Le Real est sèchement battu 3 buts à 1 par le FC Barcelone, créé en 1899 par le Suisse Hans Gamper, qui reprend pour modèle les couleurs rouge et bleu de son club suisse favori, le FC Bâle. Mais la création des deux clubs n'est pas synonyme de création de la rivalité comme on la connaît aujourd'hui.
Le football n'avait déjà pas la place qu'on lui connaît maintenant et il va falloir du temps pour instaurer le statut actuel des deux clubs et nourrir la rivalité. La rivalité entre Barcelone et Madrid ne surviendra que 3 décennies plus tard. Les années 1930 resteront à jamais gravées en Espagne comme une décennie noire. Dans un contexte politique européen de plus en plus instable qui annonce les grands bouleversements à venir, l'Espagne connaît une guerre civile entre républicains et nationalistes. Les particularismes régionaux, et en particulier la culture catalane, sont alors réprimés par le nouveau régime. L'Espagne doit s'exprimer comme une unité forte, pas de place pour les visions indépendantistes. La ville de Barcelone et son club de football sont ainsi particulièrement touchés. Dans les tribunes du Camp Nou, aussi bien que dans les rues de Barcelone, l'usage du catalan et les drapeaux de la Catalogne sont interdits. C'est à ce moment précis que le FC Barcelone va devenir le porte-étendard de la cause catalane et de la résistance républicaine. Cette identité va se construire d'autant plus face à l'opposition que représente le Real Madrid. Bien que Franco ne s'intéresse que très peu au football, il va vite voir l'enjeu politique que possède le sport, devenu très populaire et comme un moyen utile de pouvoir manipuler les masses. Il va alors utiliser le club de la capitale comme un outil de propagande. 1943, une année fondatrice dans l'histoire des Clásicos. En demi-finale de la Coupe nationale, le FC Barcelone dispose facilement du Real Madrid au match aller sur un score de 3-0. Tout le monde voit le Barça disputer une nouvelle finale, mais c'était sans compter sur l'implication politique qui recouvre désormais le club du Real Madrid. Match retour, 11-1. Le Real élimine le Barça. L'ampleur de la défaite interroge et plusieurs versions des faits viennent se confronter. Une d'entre elles indique qu'un officier franquiste aurait fait irruption dans le vestiaire barcelonais avant le début du match pour intimider les joueurs et les inciter à perdre. Ça, en addition aux nombreux débordements dans les tribunes avec même des lancers de pierres sur les joueurs catalans, la rivalité est bien là. Le Classico vient de naître. Face à la domination madrilène, appuyée par le régime franquiste, le FC Barcelone va connaître une longue traversée du désert durant les années 60, alors que son identité catalane est toujours réduite au silence. Il faut attendre 1973 pour que le club catalan fasse de nouveau jeu égal avec son rival merengue. Et pour lider cette révolte, le Barça a besoin d'un homme fort. Cet homme, c'est Johan Cruyff, Ballon d'Or 1971, en provenance de l'Ajax Amsterdam. Grâce au travail de Rinus Michels, le légendaire entraîneur de l'Ajax et le mentor de Cruyff, Barcelone pratique un football total avec le numéro 14 toujours en chef d'orchestre. Si bien qu'en février 1974, au moment de se déplacer à Bernabéu, le Barça explose le Real en infligeant une manita 5-0 qui restera comme l'une des plus célèbres de l'histoire des Clásicos. Une victoire qui surgit comme un signe d'insoumission à l'égard de Franco. Le 28 décembre 1975, un mois après la mort de Franco, le Barça remporte à nouveau le Classico face au Real Madrid, une victoire offerte au Camp Nou pour célébrer la fin du régime franquiste et le retour de la liberté pour la culture catalane. Ce soir-là, les drapeaux catalans flottent de nouveau dans le stade, plus de 30 années après qu'ils aient disparu. Avec la mort de Franco, la tension politique qui était présente lors de chacun des Clásicos s'essouffle quelque peu. Le roi Juan Carlos Ier, qui succède à Franco, est une personnalité politique beaucoup moins clivante et contestée. Et la Catalogne retrouve ses libertés sur le plan politique. Mais la rivalité continue tout de même d'exister entre les deux grands d'Espagne. Au-delà du simple match opposant les villes de Madrid et Barcelone, le Classico c'est toujours un antagonisme qui concerne toute l'Espagne, entre la province qui souhaite son indépendance et la capitale qui représente l'union et le pouvoir central. En Espagne, le choix d'un des deux camps s'apparente à un choix politique pour certains supporters. Et ça s'explique aussi parce que les clubs continuent de porter en eux les symboles politiques qu'ils étaient auparavant. Aujourd'hui encore, le FC Barcelone n'est pas simplement le club de la ville de Barcelone, mais c'est aussi le club de la Catalogne. Le club garde toujours en lui, à travers son logo et ses maillots, son identité catalane. Le club a toujours su garder dans son effectif des porte-étendards de la cause catalane. Xavi, Carles Puyol ou encore Gérard Piqué. Le Real, quant à lui, ne s'associe évidemment plus à l'image franquiste, mais garde dans son ADN les origines royalistes et le pouvoir central. Que ce soit à travers la couronne sur le logo, le nom Real donné par le roi Alphonse XIII en 1920. Par exemple, les supporters de l'Espagnol Barcelone, majoritairement opposés à l'indépendance de la Catalogne, auront plutôt tendance à soutenir le Real, symbolisant l'Espagne centralisatrice. Dans le reste du monde, le choix va plutôt se porter en fonction des goûts et des visions du foot de chacun. Pendant une décennie, le choix se limitait généralement même par le duel Ronaldo ou Messi. Ou encore même, les gens pouvaient s'identifier à l'une des deux équipes selon l'opposition tactique entre Mourinho et Guardiola par exemple. Le décor est posé,
Le Classico a l'histoire aussi longue que marquante. Le match aux 1000 enjeux sportifs et extrasportifs s'apprête à commencer. 29 novembre 2010, 21h, c'est l'heure d'un game-changing moment. Les Blaugrana, sans surprise, se présentaient avec leur 11 de gala, avec une défense à 4, Alves, Puyol, Piqué et Abidal, un milieu champion du monde avec Busquets, Xavi et Iniesta, et une attaque sans avant-centre avec Villa à gauche, Pedro à droite et Messi en électron libre. Face à cette opposition, Mourinho doit former son équipe sans Higuaín, blessé au dos et forfait de dernière minute. De 11 au lancement du match, n'a pas de quoi rougir. Sergio Ramos, Carvalho, Pepe et Marcelo sont alignés en défense derrière la paire sentinelle Khedira et Xabi Alonso, avec Özil en numéro 10 pour servir Cristiano Ronaldo, Ángel Di María et Karim Benzema à la pointe de l'attaque madrilène. Dès le début du match, le Barça va imposer son jeu, une possession de balle extrêmement élevée dans les 10 premières minutes et un pressing très haut en perte de balle. Les consignes de Guardiola semblent claires. Ne pas laisser les joueurs du Real respirer une seconde, les prendre à la gorge dès l'entame du match. Le milieu de terrain avec Xavi et Iniesta font un excellent début de match, une maîtrise du ballon solide et arrivent finalement à trouver Pedro et Messi sur la ligne d'attaque. Et c'est sur un corner que va venir la première occasion du match. Coup de poing envoyé par Xavi directement sur Alves qui dévie sur Puyol. Remise en retrait pour Messi qui nous trouve l'espace d'envoyer une frappe dont lui seul a le secret. Le ballon vient frapper le poteau de Casillas. Un avertissement sans conséquence pour l'instant pour les Madrilènes qui sont acculés. Incapable de tenir le ballon face à l'ouragan barcelonais, Madrid va craquer quelques minutes plus tard. Le Barça réalise la passe de 10, remonte tout le terrain depuis la défense sur une dizaine de passes. Messi descend pour jouer en relais avec son milieu Iniesta et Xavi. Iniesta, avec la vision qu'on lui connaît, nous donne une passe de génie entre 5 joueurs merengues. Xavi réalise un contrôle orienté pour se retrouver face à Casillas et lobe le portier espagnol, battu 1-0, 10e minute de jeu et c'est mérité. Mourinho encourage ses troupes, il ne faut pas laisser le rouleau compresseur catalan prendre le contrôle de ce match trop facilement. Quelques sursauts d'orgueil vont permettre au Real de commencer à réagir et augmenter son rythme dans cette rencontre. Avec Di María tout d'abord sur une frappe détournée par Valdés à la 12e minute, puis par Ronaldo et Benzema. Mais la défense du Barça est bien vigilante et ne va pas laisser ce match leur passer entre les mains. L'équipe de Guardiola est déterminée à tuer les espoirs madrilènes le plus rapidement possible. À la 18e minute, le Barça reprend les mêmes et recommence. Après une très longue possession et un jeu de passes léché face auquel le Real ne peut rien faire d'autre que d'être spectateur, le débordement de Pedro sur le côté déborde Ramos et délivre la 21e passe de l'action pour David Villa en avance sur Marcelo qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. Le Barça met déjà KO la team de Mourinho qui ne peut que constater l'étendue des dégâts, impuissant, 2-0 après 18 minutes de jeu. Pour la suite de la mi-temps, les Catalans vont continuer de faire tourner le ballon, jouant avec le Real avec une possession écrasante, trouvant à la moindre accélération des espaces pour ces deux attaquants Pedro et Villa. Il faudra un Casillas vigilant pour permettre au Real de ne pas revenir au vestiaire avec une note encore plus salée. C'est 2-0 à la mi-temps dans un match déséquilibré. Qu'est-ce que Mourinho a dans son sac pour potentiellement retourner le match dans son sens? C'est ce que les millions de spectateurs se demandent. Changement à venir, Mesut Özil, absent dans cette première mi-temps comme l'ensemble de son équipe, cède sa place à Lassana Diarra. En espérant que ce 109 apporte un impact positif sur l'équipe de la capitale, quelques minutes plus tard, on a déjà un élément de réponse. 52e minute de jeu, Messi se balade littéralement à travers le milieu de terrain des Madrilènes et perfore d'une passe la défense pour servir Xavi face à Casillas, qui s'y prend à 2 fois avant de trouver le petit filet extérieur. Encore un avertissement brutal pour le Real qui ne trouve pas la solution pour gérer les percées catalanes. 55e minute, à nouveau un véritable caviar de Messi pour Villa à la limite du hors-jeu qui exécute Casillas. 3-0, le Real n'y est vraiment pas et est mis KO face à un Barça d'une classe supérieure. Mais lorsque l'on parle de Classico, ne vous attendez pas à de la pitié d'une des deux équipes. Les 11 joueurs du Barça, accompagnés par leurs 100 000 supporters déchaînés, ne vont pas se retenir d'enfoncer un peu plus leur rival de toujours.
3 minutes plus tard, jamais 203, caviar de Messi pour Villa cette fois-ci, qui crucifie Saniquer du pied droit. 4-0, Madrid est à la rue. Dépassé collectivement, le Real ne peut que s'en remettre à ses individualités. Mais même Ronaldo a du mal à trouver la solution dans cette équipe malicieusement menée par Guardiola. La meilleure occasion du match pour le Real sera sur une frappe puissante venant du pied du Portugais, qui ne pourra faire mieux que de frôler le poteau de Valdés. Les 11 Barcelonais s'amusent au tiki-taka. L'humiliation technique, physique et tactique est totale. Le Camp Nou est intenable. Il reste encore une demi-heure à jouer et ce classico a tourné à la démonstration de force. Une démonstration de force qui va se transformer en humiliation publique quelques instants plus tard. Guardiola décide de faire quelques changements, le match étant déjà largement plié, il donne sa chance au jeune Boran pour remplacer David Villa. Xavi et Pedro sont les suivants à sortir pour Keita et Jeffren. Le match semble déjà terminé. Le Barça continue d'avoir le contrôle du ballon, n'est jamais mis en danger par Madrid. 91e minute de jeu, un dernier débordement sur le côté droit pour Jeffren qui peut servir Boran au centre. Le jeune attaquant se débarrasse facilement de Ramos et de Casillas pour marquer le 5e but catalan. Le clou du spectacle, Barcelone 5, Madrid 0, le Real est humilié. 5e défaite de rang face au Barça, 5e manita de l'histoire du Barça face au Real. L'écart est abyssal, la honte l'est tout autant. Les joueurs ne savent plus où se mettre et alors qu'il reste encore quelques minutes de temps additionnel, Ramos, qui n'a pas pu gérer Messi dans tout le match, le voit partir dans une accélération et décide de lui shotter violemment dans le tibia pour mettre fin à sa course. Toute l'équipe blaugrana crie au scandale, se précipite vers le défenseur espagnol. Ramos perd son sang-froid et envoie Puyol au tapis. Embrouille générale sur le terrain, carton rouge pour Ramos, le 9e carton du match pour le Real. Des Madrilènes poussés à la faute pendant tout le match, ne trouvant aucune autre solution dans le jeu. Le coup de sifflet final est donné, le public, à l'unisson de Piqué, peut lever les 5 doigts vers le ciel. Nouvelle manita pour le Barça, la première depuis celle de Cruyff en 94. Barcelone écrase le Real, Messi bat Ronaldo, Mourinho prend une claque historique pour son premier classico, la Catalogne vainc la capitale. Le Barça était tout simplement injouable, aussi bien techniquement que tactiquement. Les stats de nombre de passes sont tout simplement hallucinantes. Pas moins de 708 passes au total pour les Blaugrana, contre seulement 358 pour les Madrilènes. Une domination du milieu totale, illustrée par son trio légendaire Iniesta, Busquets et Xavi. Le style de jeu prôné par Guardiola, un jeu de contrôle, se transformant à un moment sur plusieurs passes en une accélération de l'action, a complètement neutralisé le Real de Mourinho. Avec ses 67% de possession de balle, le Barça a tenté 15 fois au but madrilène et en a planté 5. Le Real quant à lui n'a pu s'exprimer que sur 5 tentatives de loin durant l'ensemble du match. Ce 29 novembre 2010 reste à jamais un cauchemar pour les supporters du Real et un moment magique pour ceux du Barça. Le match le plus politisé, médiatisé et compétitif du monde du sport se termine sur une démonstration à jamais inscrite dans l'histoire, sur un nouveau game-changing moment. Voilà les gars, c'est déjà la fin de ce 3e épisode de Game Changing Moment. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous êtes fan du Barça, j'en doute pas. Et si vous êtes fan du Real, je vous promets de vous mettre bien dans un prochain épisode. Et si on se revoit pas d'ici là, passez une bonne soirée et une excellente nuit.